Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur la RTS. Dans l'actualité de ce lundi 3 septembre, la responsabilité de l'homme dans la survenance des catastrophes comme les inondations. Illustration à Ouest Foire où les constructions anarchiques sont en grande partie à l'origine du sinistre. La crise de l'emploi en France, les 3 millions de chômeurs vont prendre leur mal en patience. Des solutions sont annoncées, mais pas pour tout de suite. À droite, les critiques se multiplient. Bienvenue à ce journal qui démarre avec un peu de retard. Nous nous en excusons. En plus d'être des catastrophes naturelles, les inondations dans certains quartiers de Dakar sont imputables à l'homme. Exemple à la cité Sonatel 3 de Ouest Foire où les populations elles-mêmes sont convaincues de l'anarchie qui règne sur place dans le domaine des constructions. Voici Ibrahim Andang. De loin, ces belles constructions attirent l'attention des visiteurs. Nous sommes à la cité Sonatel 3 de Ouest Foire. Derrière ce cadre enchanteur se cache une réalité profonde, celle des inondations. Vous voyez, il y a une ruelle qui est là. Et cette ruelle reçoit toute l'eau et jusqu'à une hauteur qui atteint peut-être 2 mètres. Cette eau envahit le rez-de-chaussée de toutes les maisons qui ont été construites dans cette ruelle. Et comme vous le voyez avec cette maison inhabitée, elle récupère toute l'eau. Et cette eau, maintenant, n'ayant pas de voie de sortie, va se déverser dans la mienne. Pourtant, ce quartier est un titre foncier suffisant pour dire que les constructions doivent obligatoirement obéir à des normes, mais l'anarchie semble être érigée en règle. Du plan directeur de l'urbanisme que nous avions eu, qu'on nous a donné lorsque nous avions acquis nos maisons, il n'était pas prévu de construction sur cette ruelle. Il était prévu une route qui devait passer devant ces maisons. Mais malheureusement, je ne sais par quel enchantement, on a trouvé du jour au lendemain des acquéreurs qui ont acquis ces terrains. Cheikh Tidiane Dofouno a obtenu son permis de construire depuis 1995 et selon lui, toutes les dispositions nécessaires ont été prises par l'ensemble des propriétaires pour la construction de leur maison. Dans le cadre d'une coopérative étant de la Sonatel, nous avons toujours respecté les voies pour pouvoir construire cela. Nous avons acquis les terrains en bonne et due forme. Nous avons eu, par l'intermédiaire de la société architecte qui devait construire les logements, en collaboration avec la BHS. Donc, toutes les démarches nécessaires ont été faites dans le cadre de la coopérative. Selon les habitants, cette situation est aussi imputable à certains services de l'État compétents en la matière. Quand vous faites une enquête, la plupart des maisons qui aujourd'hui obstruent le passage des différents ou bien du passage de l'eau sont la propriété de cadres qui sont soit à l'urbanisme, soit au cadastre, soit aux impôts et domaines. Donc si ces derniers sont les premiers à transgresser les lois qui doivent nous permettre d'organiser le cadre de vie, je me demande ce que les autres feront. Dans ce calvaire des populations, l'ONAS est aussi pointé du doigt. Selon les riverains, 22 sur les 27 millions que requiert l'opération d'assainissement ont été déjà versés, mais jusque-là, rien n'a été encore fait. Il y avait 2 phases. La phase d'extension du réseau, plus maintenant le branchement individuel des maisons concernées. Mais jusqu'à ce jour, on a des difficultés à utiliser ce réseau parce que nous dit-on quelque part que les problèmes de Cambérène ont des effets collatéraux, des dégâts collatéraux qui font que nous, aujourd'hui, on ne peut pas mettre en service l'extension du réseau qu'on a financé sur moyens propres. La localité se trouve dans une partie très basse, conséquence, elle devient le point de chute des eaux. Pour rappel, c'est ici que se trouvait le lac Andar. Les stigmates des pluies sont encore visibles, impuissants. Certains préfèrent tout simplement quitter la mort dans l'âme. L'élan de solidarité en faveur des sinistrés, les femmes de l'APR s'impliquent. La présidente de cette structure et ses camarades ont parcouru la banlieue pour partager avec les populations victimes l'épreuve difficile qu'elles traversent. Oreille Cham explique.
48 heures de solidarité, de partage, de communion et de fraternité. Ainsi pourrait se résumer ce week-end du Mouvement national des femmes de la paix sous la houlette de sa présidente, la ministre d'État Ndeye Marième Badiane. Pour la première journée du samedi, Philippe Maguilène Senghor à Yoff a accueilli la première étape de cette caravane de solidarité des femmes de la paix, une femme, un don, suivi de la mosquée de Grand Yoff et du CM Grand Yoff qui accueille des familles sinistrées. De nombreux dons en nature composés de matelas, de riz, d'huile, de détergents, de savon ont été remis à ces sinistrés, de même que d'importantes sommes d'argent pour les appuyer face à ces difficultés d'air. Ensuite, cap sur Pikine, première étape d'Alifort. Ici, ces femmes ont troqué les chaussures de ville et autres coiffures contre des bottes et des tenues adaptées pour venir au contact de ces sinistrés qui vivent presque les pieds dans l'eau. C'est un geste vraiment que je salue, étant femme. Donc, je vois que l'inondation, les femmes sont vraiment impliquées. Et je salue votre initiative, Madame la ministre, parce que vous êtes une femme aussi. Je voudrais qu'on mette l'accent sur la prévention. Le plan ORSEC est un plan de secours. En constatant de visu le quotidien de ces hommes et femmes qui restent dignes dans les difficultés, Ndeye Marième Badiane et sa délégation n'ont pas pu cacher leur émotion. Une émotion donc qui est lisible sur les visages de toutes les personnes qui m'accompagnent parce que le désastre est immense, immense. Alors c'est d'abord le premier sentiment, une très vive émotion, mais nous avons eu l'impression d'avoir accompli un petit quelque chose parce que les populations qui nous ont reçus chez elles se sentent soulagées et disent que vraiment elles saluent hautement cette action de solidarité qui n'a pas cherché à comprendre l'appartenance politique des personnes, mais qui a agi dans le social, qui a agi pour soulager le mal, la souffrance des populations. Au-delà des dons en nature et en espèces, des visites de proximité ont été effectuées à Grand Naouré Nord et Sud pour s'enquérir de la situation jusque dans le domicile des sinistrés. Cette dame, au regard lointain, vit dans les eaux depuis des années et aujourd'hui elle est devenue malade à force d'avoir les pieds dans l'eau. Les femmes de l'APR s'engagent à prendre en charge ses soins médicaux afin de la soulager un temps soit peu. Lancement de l'Association des femmes pour le développement du Sénégal. L'AFEBES veut promouvoir les activités économiques et sociales des femmes à travers notamment la mise sur pied d'une mutuelle d'épargne et de crédit. Tchorodien. Un rôle primordial dans le développement économique du pays pour accompagner les femmes dans toutes leurs activités économiques et sociales. L'Association des femmes pour le développement du Sénégal a été créée. L'AFEDES en appelle ainsi à la communion de toutes les formes de solidarité et réitère son engagement dans le pacte de renforcement des liens entre ses membres dans la perspective d'un Sénégal fort, émergent et prospère. Je voudrais, au nom de toutes mes sœurs, membres de l'association qui s'investissent corps et âme pour la consolidation de notre mutuelle, exprimer toute ma satisfaction pour les actions multiformes et multidimensionnelles qui sont menées jusque-là. Dans la mise en œuvre de ces politiques d'accompagnement, une mutuelle d'épargne et de crédit a été mise sur pied. La structure va contribuer à la promotion des activités génératrices de revenus. Les femmes constituent actuellement au Sénégal un élément important, croissant et dynamique de l'économie. Elles produisent des biens, procurent des emplois et des revenus, permettent l'émergence d'une économie plus intégrée et stable. Je peux vous assurer, chers membres, que je serai votre interprète, fidèle et votre avocate engagée auprès du président de la République. Pour élargir son champ d'action, l'AFEDES compte s'implanter dans les 14 régions du Sénégal. Ainsi, elle pourra assister toutes les couches vulnérables, plus particulièrement les femmes. La charte du partenariat en éducation et en formation réactualisée, c'était lors d'une rencontre qui a réuni les partenaires et acteurs du système éducatif. L'objectif est naturellement de promouvoir une éducation de qualité. Voici Eladji Ndiaye. Les organes de gestion du programme de développement de l'éducation et de la formation PDF ne sont pas tous fonctionnels depuis leur mise en place. L'analyse de la situation permet de constater entre autres la diversité des interventions et le manque de coordination. Pour corriger tous ces dysfonctionnements,
Le ministère de l'Éducation a organisé cette rencontre pour élaborer une nouvelle charte du partenariat. Nous voulons une charte consensuelle et participative où l'ensemble des acteurs se retrouvent. Donc, je pense que c'est le début du processus. Nous avons déjà fait réalisé un travail. Nous avons déjà consulté les différentes familles d'acteurs. Et maintenant, aujourd'hui, il faut restituer. La charte du partenariat facilite une répartition adéquate des responsabilités. Mais justement, quels sont les 3 enjeux clés de cette nouvelle stratégie? C'est d'abord la claire compréhension et le respect du rôle et des responsabilités de chaque partie prenante. Le second, c'est la mise en cohérence des interventions. Enfin, la mobilisation d'ensemble et l'implication massive de tous les acteurs dans la question éducative. Une fois que les règles sont bien définies de manière participative et consensuelle, le problème reste maintenant de surveiller l'application de ces règles par les uns et par les autres, pour que lorsque chaque partie n'aura pas appliqué ces règles, qu'on puisse identifier très clairement quels sont les rôles et les responsabilités et qui a enfreint ces règles, qui ne les a pas enfreints. Sans régulation, les objectifs d'une éducation de qualité pour tous risquent d'être hypothéqués. C'est dire donc que la nécessité d'une synergie entre les différents acteurs et partenaires de l'éducation reste et demeure une condition sine qua non pour une éducation de qualité pour tous au Sénégal. Dans l'actualité internationale en France, 3 millions de chômeurs, soit 10% de la population active, sont à la recherche de l'emploi. Une situation difficile pour le gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Des mesures sont annoncées, mais pas pour tout de suite. À droite, les critiques se multiplient. Le chiffre claque comme un coup de tonnerre. Le seuil des 3 millions de demandeurs d'emploi sans aucune activité est franchi. 10% de la population active est au chômage. C'est le ministre du Travail lui-même qui l'annonce. C'est pas la peine de s'interroger pour savoir. On est déjà à 3 millions, oui. C'est déjà fait. Et c'est pas la peine de s'interroger sur 10%. C'est déjà fait. La question, elle est-ce que ça va augmenter encore beaucoup? Oui, ça va encore augmenter. Est-ce qu'à un moment donné, on peut l'inverser? Oui, on peut l'inverser. En prenant quelles décisions? Ce sont les décisions économiques, ce sont les décisions européennes qui sont là. Des chiffres qui ne déstabilisent pas le Premier ministre. Pour Jean-Marc Ayrault, pas question de changer de politique. Je ne veux pas être le Premier ministre d'un tournant de l'austérité parce que la politique que nous aurions engagée au début du quinquennat aurait été un échec. Non, la politique, elle est très claire depuis le début et les priorités de l'action gouvernementale seront respectées. Pour certains syndicats, le nouveau gouvernement devra faire ses preuves, notamment en matière de formation. Sous-engagement dans la formation professionnelle. Faisons les comparaisons internationales. La formation professionnelle... On dépense de l'argent pourtant pour la formation professionnelle. Oui, mais regardez la manière dont elle est distribuée, de manière très égalitaire et en tout cas inférieure. Par exemple, on nous fait la comparaison avec l'Allemagne, très inférieure à nos voisins allemands. Pour répondre à l'urgence, le gouvernement a décidé d'accélérer son calendrier sur les emplois d'avenir et le contrat de génération. Des dispositifs qui ne convainquent pas l'opposition. Ça coûte 1,5 milliard et à aucun moment le gouvernement socialiste ne parle d'emploi en entreprise. On sait que la création d'emplois, c'est dans les entreprises, c'est pas dans l'administration. Nous n'avons absolument pas les moyens aujourd'hui de financer des contrats publics. Cette envolée du chômage vient un peu plus noircir le tableau de rentrée du gouvernement. La médiation en Syrie, Lakhdar Brahimi, le successeur de Kofi Annan, avoue son incapacité. Les négociations au point mort, la violence s'accentue sur place. Ce matin encore, 18 morts dans un attentat. Au Pakistan, une jeune chrétienne accusée d'avoir brûlé des exemplaires du Coran est-elle victime d'un complot? C'est ce que tente d'élucider la justice. Un imam a été arrêté dans l'enquête et le verdict est attendu vendredi. Un bandeau blanc sur les yeux, l'imam est conduit au tribunal d'Islamabad par la police. Il a été arrêté samedi et est actuellement en détention préventive. Il aurait lui-même fabriqué de fausses preuves dans l'affaire Rimshah, la jeune chrétienne accusée d'avoir brûlé des versets du Coran. De nouveaux témoignages suggèrent la piste d'un coup monté. L'imam aurait donc arraché lui-même des pages du livre saint et les aurait placées dans le sac de la jeune fille. Samedi, son avocat avait une nouvelle fois rejeté les accusations. Elle est innocente dans cette affaire et doit être libérée. Après l'arrestation de la fillette, plusieurs centaines de chrétiens du village de Rimshah ont fui leur domicile par crainte de représailles. Le blasphème est un crime passible de la prison à vie au Pakistan.
De nombreux chrétiens soulignent que bien souvent les dénonciations s'appuient uniquement sur des témoignages de voisinage et sont souvent liés à des règlements de compte. Et on revient au Sénégal. Le Bureau d'analyse macroéconomique, une unité de recherche en sciences sociales de l'ISRA, relance ses conférences sur les thématiques liées à l'agriculture. Organisées le premier mardi de chaque mois, ces rencontres regroupent chercheurs, universitaires et producteurs de tous horizons. Le thème de ce mois, utilisation du bioéthanol issu de la canne à sucre comme complément de l'essence. Le thème a suscité un engouement particulier vu la crise énergétique que traverse actuellement le monde. Seydina Alioune Fall. Le BAM renoue avec les débats sur les enjeux liés à l'agriculture, des rencontres qui regroupent chercheurs, universitaires, décideurs, producteurs et associations de consommateurs. Le BAM travaille sur des thématiques de recherche particulières. Donc nous avons 4 thématiques de recherche. Une thématique sur la dynamique des exploitations agricoles et familiales. Une autre thématique sur la professionnalisation des filières et la régulation des marchés. Il y a aussi une thématique sur la gestion des ressources naturelles et de l'environnement. Il y a aussi une dernière thématique sur la prospective, l'impact, le suivi des politiques, des programmes et des technologies. L'ère du pétrole pas cher est terminée. Il faut trouver d'autres sources d'énergie. La piste des biocarburants est privilégiée. Mais attention, prévient le BAM, il faudra mener des études au préalable. Notre travail dans cette question, c'est d'informer la prise de décision, de pouvoir dire aux décideurs politiques s'il faut se lancer sur les biocarburants, voilà de telle manière qu'il faut le faire pour ne pas qu'un des acteurs de ces différentes chaînes de valeur ne soit lésé ou ne soit mis à l'écart. L'utilisation du bioéthanol issu de la canne à sucre comme complément de l'essence peut soulager le portefeuille du gouvernement. Le Bureau d'analyse macroéconomique de l'ISRA en est persuadé. Le BAM a déjà élaboré un modèle d'aide à la décision. Si nous prenons le cas que nous avons présenté aujourd'hui, c'est-à-dire la canne à sucre, le modèle d'aide à la décision qui a été développé à l'ISRA a montré que le Sénégal pouvait avoir des gains, des perspectives de gains non négligeables dans les courts et moyens termes. Donc ces gains ont été estimés environ à 3 milliards, disons dans un horizon de 4 à 5 ans. Ces mardis du BAM constituent une opportunité pour les acteurs du secteur de l'agriculture d'échanger sur les thématiques liées au développement de l'agriculture. Direction Joal, où la construction de la digue anti-sel est dans sa phase terminale. Financée par le Fonds d'adaptation à l'érosion, l'infrastructure va permettre de désaliniser les terres et booster du coup l'agriculture dans cette localité. Un forum a été organisé sur place pour une meilleure gestion de l'ouvrage. Eric Nimadi. Nous sommes sur la digue anti-sel de Joal. Cette étendue d'eau douce retenue par la digue est le résultat des fortes pluies qui se sont abattues dans la zone. Une situation impensable il y a quelques mois. Avant la réalisation de cette infrastructure, l'eau de pluie se mélangeait à celle en provenance de la mer. Conséquence, les terres étaient salées et impraticables à l'agriculture. Une digue qui a pour distance 3 km 300. Dans ces 3 km 300, nous avons une rive droite et une rive gauche. Une rive droite qui nous fait, qui a une distance d'1 km 500. L'espoir est donc permis. Dans peu de temps, des milliers d'hectares de terre vont être ainsi désalinisés grâce à la digue. Une aubaine pour les populations de la contrée. À l'époque coloniale, il y avait une digue qui existait. Il y avait de l'agriculture et beaucoup de riziculture. Et donc, c'était une opportunité pour ces populations-là, à l'image de Ndof et de Palmarin, d'amener donc une digue de protection. Et ça lutte contre la salinisation des terres. Je pense que si on arrive à maîtriser l'eau pendant un certain temps après l'hivernage, je crois qu'il y a des possibilités de pouvoir faire du maraîchage. Pour une meilleure gestion des terres, un forum a été tenu à Joal. Il a réuni les membres des ONG Dynamique Femmes et Green Sénégal, l'État et ses partenaires du secteur de l'environnement. Pendant longtemps, des projets sont venus s'installer dans les zones, réaliser des ouvrages et ne pas associer les populations. La démarche ici
a été que déjà dans la conception, les populations ont été associées. Et dans l'utilisation même de l'ouvrage, on est en train de discuter à travers ce forum pour voir quelle utilisation il faut en faire pour non seulement pérenniser l'ouvrage, mais pouvoir tirer profit de la réalisation de l'ouvrage. D'après ce qu'on a entendu, donc je crois que les techniciens vont nous encadrer et vont nous suivre pour que quand même qu'on puisse quand même connaître ces noms de riz. Outre ces débats sur le choix des espèces rizicoles, les discussions ont également abordé la question de la dynamique organisationnelle. Le rôle et la mission du comité de gestion de la digue Anticelle ont été au cœur des échanges, une façon pour les différents acteurs d'anticiper sur les conflits futurs. Le Magal des Deux Rakas, c'est le 5 septembre prochain à Saint-Louis. Les premières activités de ce Magal ont démarré en attendant la grande journée de prière prévue donc mercredi. Pour l'heure, les dispositions sont prises pour la réussite de l'événement. Maman Moussagnan. À l'occasion de l'ouverture de la semaine des Deux Rakas, le Coran a été lu 313 fois, en souvenir au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et à Khadimou Rasoul. Jeudi dernier, la communauté mouride a célébré la journée dédiée à la femme en hommage à Sorna Mam Diarra Bousso. Vendredi, ce fut la journée de prière avant de vivre samedi dernier la journée de consultation gratuite. Les talibés mourides se sont également souvenus de Mam Cheikh Ibra Fall ce lundi. La veille du Magal des Deux Rakas, le Kourel célèbre la journée du parrain. En direction de la grande journée du mercredi, tout est fin prêt pour un bon déroulement de l'événement. Aucun problème particulier ne se pose. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'à la date d'aujourd'hui, en relation avec l'administration, le Kourel des Deux Rakas a pris toutes les dispositions pour que le Magal de cette année connaisse un succès éclatant. Avec la période hivernale, le comité d'organisation compte renforcer les dispositifs déjà mis en place. De même que les activités d'hygiène, n'est-ce pas, le service d'hygiène va procéder à la désinfection de tous les sites qui devront abriter aussi bien les manifestations que les pèlerins, mais également à la désinfection des flaques d'eau au niveau des zones inondables. Le Magal du 5 septembre célèbre la prière de Cheikh Ahmadou Bamba en 1895 dans le bureau du gouverneur de l'AOF. Ce mercredi, Serigne Mamor Mbacké, comme à l'accoutumée, va diriger cette prière. La chapelle Saint Mathias Moulumba fête son saint patron, Mathias Moulumba. Donc déjà 50 ans de présence au Sénégal, les fidèles rendent grâce à Dieu. Une messe a été dite à l'occasion. Voici le compte-rendu de Philomène Constance Diagne. 50 ans depuis que la chapelle accueille des fidèles catholiques. Ils sont très souvent des quartiers de Derklé à Castor. En ce jour, l'heure est à l'action de grâce envers leur saint patron, Mathias Moulumba. Il avait fait preuve d'abnégation, d'endurance, de persévérance pour témoigner et vivre de son identité chrétienne dans le monde. Quiconque lit ou entend l'histoire des martyrs de l'Ouganda admire leur courage extraordinaire. Et on se demande bien où ils peuvent avoir puisé ce courage alors qu'ils étaient encore de nouveau convertis au christianisme, de 5 à 6 ans seulement. Durant cette messe solennelle, l'historique de la chapelle a été retracé. Église mère de la paroisse des martyrs de l'Ouganda, elle a été gérée par la communauté avant d'être prise en main par les pères piaristes. Le religieux israélite offrait à Dieu les fruits de sa récolte en signe d'action de grâce. Nous aussi, nous n'allons pas déroger à la tradition, puisque c'est avec reconnaissance au Dieu de toute miséricorde et de toute providence que nous pensons à ce jour, à l'abondante mission de toutes ces générations qui, dès le début de cette chapelle, ont vécu dans la ferveur et dans la crainte de Dieu, leur foi en Dieu Père, en Dieu Fils et en Dieu Saint-Esprit.
Depuis sa création en 1962, beaucoup de pères curés s'y sont succédés. Parmi eux, le cardinal Théodore Adrien Sarr. D'autres activités ont été organisées pour marquer ce cinquantenaire de la chapelle Saint-Mathias de Moulumba.